News, business, life, Africa 24. Les infos du monde pour l'Afrique, les infos d'Afrique pour le monde. Disponible en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, Africa 24 est une analyse complète de l'actualité africaine et internationale à chaque heure. Africa 24 est la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique et par l'Afrique. Les infos du monde pour l'Afrique, les infos d'Afrique pour le monde. Africa 24. Mesdames, Messieurs, distingués participants, bonjour, bienvenue à la troisième édition, à la dernière journée des rencontres du marché des titres publics organisée par UEMOA Titres avec le soutien de son partenaire souverain, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité du Togo, de ses partenaires institutionnels FSD Africa et SWAGA, enfin Africa 24, le partenaire média. Depuis mardi 25 janvier, date du début de cet événement, nous avons assisté à une série d'activités riches et variées. L'allocution d'ouverture de M. Adrien Diouf, directeur de UEMOA Titres, la guest speaking session de M. Victor Kiri, 2 panels, 3 focus pays et des présentations. Ce programme dispensé par des intervenants de qualité nous donne beaucoup de matière à réfléchir sur la thématique générale de cette 4e édition des RMTP, qui est la gestion de portefeuille en zone UEMOA, levier de performance des investissements sur le marché des titres publics. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de suivre 2 panels, un focus pays dédié au Niger et au Sénégal. Sans plus tarder, nous démarrons cette journée par le panel numéro 3 qui va porter sur la gestion obligataire en environnement des taux bas, enjeux et stratégies pour les investisseurs institutionnels. Il sera introduit par M. Djen Mohamed Kamara, CEO African Financial Agent, autour du thème « Évolution des marchés obligataires souverains internationaux dans un contexte de taux négatifs ». M. Kamara assurera également la modération du dit panel. Après cette session, nous suivrons le 4e et dernier focus pays qui sera consacré au Niger et au Sénégal autour du thème « Accroître la contribution des hydrocarbures à la croissance économique, défis et perspectives ». Enfin, nous vous proposerons le 4e et dernier panel de la journée. Les intervenants échangeront sur la question suivante: courbe des taux et liquidités, marché des titres publics dans la zone UEMOA, utopie ou réalité. En introduction de ce panel, le professeur d'économie Babacar Sen, directeur du laboratoire des finances pour le développement, nous fera une présentation sur le sujet initiative et tentative d'élaboration d'une courbe de taux en zone UEMOA. La dernière activité de cette 4e édition des RMTP 2022 sera le mot de clôture du directeur de UEMOA Titres, M. Adrien Diouf. Voilà, mesdames et messieurs, distingués participants, ce programme riche et bien fourni qui nous attend tout au long de la journée. J'invite M. Djen Mohamed Kamara à bien vouloir prendre la main pour sa présentation. Merci. Alors, bonjour à tous. Merci, M. Diouf, pour l'introduction que vous avez faite de ce panel que je vais modérer. Avant d'entrer dans le vif du sujet et après vous avoir passé toutes mes salutations, je vais rapidement passer à ce qu'on m'a demandé de faire, c'est-à-dire une note introductive dont le sujet est évolution des marchés obligataires souverains internationaux dans un contexte de taux négatifs. Alors, je ne sais pas si je peux partager mon écran ou s'il y a quelqu'un qui tient la main. J'avais envoyé mes slides. Si mon écran est partagé, vous me dites. Sinon, je ferai le nécessaire. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, ça marche. OK, super. Alors, évolution des marchés obligataires souverains internationaux dans un contexte de taux négatifs. C'est un sujet qui est dans l'actualité. C'est pour ça que ça a été choisi, mais qui a été un peu difficile parce qu'en réalité, on s'est posé beaucoup de questions. Et la dernière fois qu'on a parlé de ce sujet avec nos collaborateurs et collègues, on se posait la question de savoir, bon, écoutez, supposons qu'on est, nous, chez AFA, African Financial Agent, à acheter ou à louer des coffres forts. C'était ça notre question, en fait, parce que nous sommes IOP, intermédiaires en opération de banque, et nous activons dans l'agency banking. Dans ce cadre, à un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'on allait vers la location de coffres forts ou vers l'achat de coffres forts? Et l'un comme l'autre, on s'est rendu compte qu'acheter un coffre fort, je dis n'importe quoi, à 500 000 francs, ça revient quasiment à payer une
portion d'argent tous les mois ou toutes les périodes en tout cas, rien que pour détenir de l'argent. Donc, si on prend le même raisonnement, on l'applique, ça reviendrait à nous appliquer à nous-mêmes un taux d'intérêt négatif, en fait, finalement, parce qu'on prend notre argent, on le garde, et finalement, on paie, enfin, ça nous a coûté quelque chose de le garder, sans qu'il n'y ait aucune source, aucune plus-value. Donc, c'est ce genre de raisonnement qui nous a poussé à nous intéresser davantage à ce sujet, et à essayer de comprendre investir dans des mais pour approfondir ce débat, parce que j'ai raconté ça de manière anecdotique, entrer dans le sujet, parce qu'en même temps que je vous parle, j'essaie de régler mes soucis techniques, ça ne finit jamais. Ma présentation a déjà été faite par M. Diaw. Je veux juste dire qu'AFA est une société qui est dans l'intermédiation en opération de banque. Dans la suite de notre panel, vous comprendrez pourquoi peut-être il est important qu'on ait toute une palette d'intervenants, dont les IOB. Alors, la présentation que je vous propose va porter sur plusieurs parties. La première consistera à expliquer rapidement quelques généralités sur les émissions obligataires souveraines à taux négatif. Après, on va voir l'historique de l'évolution des taux, comment les taux ont évolué depuis quelques décennies, depuis quelques années en tout cas. Quelles ont été les causes de cette évolution? Je n'anticipe pas pour dire si l'évolution est positive ou négative, vous verrez par vous-même. Et on parlera aussi des motivations des émetteurs et investisseurs dans un contexte de taux négatif. Et enfin, on essaiera d'ouvrir le débat et l'occasion nous sera aussi offerte d'entrer dans le vif du sujet et de donner la parole à nos panélistes. Alors, les généralités concernant les émissions obligataires à taux négatif, en fait, on s'est posé la question de savoir quels sont les pays qui sont concernés finalement par ces taux négatifs. On en parle, mais est-ce que ça concerne tous les pays du monde ou pas? Et on se rend compte que finalement, ça concerne principalement que les pays de l'OCDE et notamment les pays de la zone euro. Parce que sans que ce soit exhaustif, on a pris quelques exemples. On s'est rendu compte que la Suisse avait émis en 2015, étant entendu que bien avant 2015, les émissions obligataires avaient commencé. Avec les émissions obligataires à taux négatif avaient commencé. Ça a dû commencer après la crise de 2008. Donc, à partir de 2011, on a commencé à voir quelques pays qui ont commencé à émettre en négatif. Donc, c'est vraiment à titre d'exemple qu'on donne ces informations, mais ce n'est pas dans un but d'exhaustivité. L'Allemagne avait émis en 2016, sachant que ce n'était pas sa première émission, ça devait être la énième émission, une dette à 10 ans à taux négatif pour une valeur de 4 milliards d'euros au taux de 0,5%. En septembre 2019, la France a réémis, parce qu'avant ça, elle avait beaucoup émis, à 4 milliards d'euros à 0,36%. La France a réémis en 2020. Et finalement, l'AFT, qui est l'alter ego de l'agence titre, en France en tout cas, a mentionné que la France, globalement, a levé 260 milliards d'OAT et que si on reprend le taux qui s'y rapporte, on est à moins 0,14%. Autant dire que des émissions obligataires souveraines à taux négatif sont une réalité. Et j'irais même plus parce que je peux dire qu'au-delà des émissions obligataires souveraines, il y a des émissions corporate qui ont été aussi faites à taux négatif. Mais là, on va rester strictement dans le cadre des émissions souveraines. Alors, j'ai repris ce graphique rapidement pour parler, effectivement, pour mettre un point sur les pays qui nous concernent, les pays que j'ai cités. Vous vous rendez compte que c'est souvent les pays européens et peut-être le Japon qui sont dans la zone négative, on va dire ça comme ça. Les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont plutôt, malgré la baisse des taux, malgré le fait que les taux soient super bas, sont quand même en zone positive. Alors, donc c'est toujours pour les pays concernés. Pour les volumes, de quoi parle-t-on quand on parle de volume? Est-ce qu'on parle de montants élevés, montants importants? En fait, quelle est l'ampleur du volume des taux concernant ces obligations? Il faut savoir qu'en mars 2021, il y avait 11 000 milliards d'euros d'émissions, enfin d'obligations, en stock d'obligations, avec un taux négatif. Ce volume était de 8 000 milliards de dollars en décembre 2018. Autant dire qu'entre 2018 et 2021, il y a eu une
véritable évolution. Alors, cette évolution, les 11 000 milliards d'euros en mars 2021, c'était à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, c'était à peu près 20% des émissions composant l'indice Bloomberg-Barclays Global Aggregate, qui intègre les obligations souveraines ainsi que les obligations d'entreprise qui ont une certaine qualité de crédit, j'ai envie de dire. Donc, 20% de ces obligations sont aujourd'hui à taux négatif. Et en ce qui concerne l'Allemagne, on peut dire que quasiment l'ensemble de la dette allemande aujourd'hui, pas tout, mais une bonne partie, se trouve en zone négative. Autant dire que les créanciers payent pour prêter à l'Allemagne notamment. Alors, toujours pour parler des volumes et pour vous donner une autre idée, j'ai repris ça en graphique. On se rend compte qu'en 2016, on était à 25%. Là, on approche les 20%. Et en 2011, on était quasiment à zéro. On était à zéro parce qu'il n'y avait effectivement pas de mission. Il n'y avait de manière significative aucune obligation émise à des taux négatifs. Alors, toujours pour parler des volumes concernés, là, j'ai repris les rendements, en fait, pour parler des rendements. En bleu, vous avez la part de la dette à rendement négatif. En jaune, vous avez l'indice Bloomberg-Barclays et en rouge, les achats accumulés d'actifs dans le cadre de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Tout ça, c'est pour vous montrer encore une fois, chiffre à l'appui, que jusqu'en 2011-2012, il n'y avait absolument rien. En 2021, les volumes sont très, très conséquents par rapport à l'ensemble des obligations émises sur cette terre, et notamment dans les grands pays, enfin dans les pays de l'OCDE en tout cas. Alors, une fois qu'on a dit ça, quels sont les indices phares, quelles sont les durées phares quand on investit dans les obligations à taux négatif, quelles sont les préférences en tout cas des investisseurs? En tout cas, pour ce qui concerne la zone euro, on se rend compte que c'est l'obligation allemande souveraine, enfin l'obligation allemande phare, c'est le bond, et la durée est de 10 ans. En France, c'est aussi l'OAT à 10 ans. Donc, en termes de maturité, on a 10 ans. Bon, après, on a pris l'OAT et le bond pour l'Allemagne et la France à titre d'exemple. Alors, il faut savoir, à notre avis, que les maturités très longues n'ont pas connu le succès escompté, dans la mesure où, en tout cas, il y a au moins un exemple qui le prouve. L'Allemagne avait essayé d'émettre en 2019 une émission sur une durée de 30 ans, mais ça n'a pas été vraiment un franc succès dans la mesure où le taux de souscription ne dépassait pas les 50% et le reste de la dette a dû être acheté par la Bundesbank. Donc, pour dire que les investisseurs restent quand même sur des durées relativement courtes, entre 5 ans et 10 ans, maximum 15 ans. Alors, pour parler maintenant de l'aperçu historique, qu'en est-il de l'évolution des taux depuis une date relativement, depuis quelques années ou quelques décennies? Et quelles sont les causes de cela? Alors, on s'est rendu compte que actuellement, dans les pays de l'OCDE, alors il y a vraiment une évolution démographique et qui a accompagné un vieillissement de la population. Et tout le monde sait que les vieilles personnes ont souvent des bas de laine. Le montant de l'épargne des pays de l'OCDE, c'est quand même assez conséquent. Alors, ça, naturellement, l'épargne a une influence sur l'endettement parce que qui a de l'argent en épargne ne va pas forcément endetter. À côté de cela, il y a le ralentissement de la croissance de la culture mondiale, la fin de la période des grands travaux, en tout cas pour ces pays, comparativement à la période d'après-guerre, où il fallait tout reconstruire. Ça aussi, ça a une influence sur la demande d'emprunt pour les investissements, les grands investissements, notamment les investissements des États. Et ça fait partie des facteurs structurels qui ont fait que les taux ont baissé dans l'OCDE et ça a entraîné un peu le reste du monde. À côté de cela, de manière, ça c'est structurel, mais de manière conjoncturelle, on a eu des crises économiques ou financières. La dernière en date, c'était de 2008, qui a fait que les banques centrales ont vraiment commencé à avoir des politiques monétaires très, très, très accommodantes. Toujours dans l'aperçu historique, dans la mesure où les taux ont connu une tendance baissière depuis quelques années, même s'il y a eu des pics de remontée de temps en temps, on pourrait tout simplement se limiter à dire que c'est expliqué non seulement par des facteurs structurels, mais aussi des facteurs conjoncturels. Naturellement, tout le monde sait que quand les taux augmentent, les rendements des obligations varient dans un sens différent de celui de l'évolution des taux, dans un sens inverse. Les causes principales de cette évolution ont été mises en évidence
il y a quelques instants, en tout cas les causes structurelles. Si je continue, j'ai parlé des crises financières, j'ai parlé du ralentissement de la croissance de la productivité mondiale. Il y a aussi le fait qu'après la crise de 2008, en tout cas, toutes les grandes banques centrales, la BCE, la Fed, la Bank of Japan, ont adopté des politiques monétaires extrêmement accommodantes. Bon, vulgairement, on pourrait appeler ça le fait de tirer sur la planche à billets. En plus de cela, il y a eu la pandémie de Covid-19 qui a fait qu'elles ont été une nouvelle fois obligées de réagir pour faire face. Et ça a fait que, évidemment, les taux ont été très baissiers et les rendements ont été compressés. Évidemment, si les banques centrales injectent de l'argent dans le circuit, ça induit naturellement une baisse des taux directeurs. Alors, toujours dans les causes principales, si les taux directeurs baissent, si les taux d'intérêt nominaux baissent, et si les banques centrales continuent effectivement à injecter de l'argent, on s'est retrouvé à partir de 2011-2012 à une situation où les taux étaient de moins 3%, moins 0,56%. En tout cas, pour l'exemple qu'on a pris depuis le début, c'est l'exemple de l'Allemagne, par exemple. Donc, depuis plusieurs années, en Allemagne, en tout cas, l'État allemand s'endette, enfin, le taux de rémunération d'une dette émise par l'État allemand est en territoire négatif. Et pour parler de l'importance des montants en jeu, je rappelle tout simplement que dans le programme de rachat d'urgence face à la pandémie, la Banque centrale européenne a racheté pour 3 900 milliards d'euros, donc équivalent de 4 000 milliards d'euros à peu près. Et ces phénomènes de rachat, comme on va le voir tout à l'heure, font partie des motivations de certains investisseurs. Donc, les taux d'intérêt, on l'a vu, ont baissé, ont beaucoup baissé du fait de causes structurelles dont j'ai parlé, notamment dans les pays de l'OCDE, de causes conjoncturelles comme la crise financière de 2008, qui a entraîné l'adoption de politiques accommodantes. Et tout cela nous amène à nous poser la question, en fait, qu'est-ce qui peut pousser les émetteurs d'un côté, mais aussi les investisseurs à acheter des obligations qui sont en zone négative. Alors, pour ce qui est des émetteurs, on parle là des États, c'est généralement pour deux raisons, parce que bon, il peut y avoir un gain financier et puis on peut, via ce système, refinancer de la dette. Alors, à titre d'exemple, je donne encore une fois l'Allemagne, hein, et la France aussi dans le même giron. Le 15 décembre 2020, l'Allemagne a encaissé plus de 7 milliards d'euros parce que tout simplement, les emprunts qui avaient été émis et remboursés ont été émis à taux négatif. Donc, naturellement, quand je rembourse, sachant que je suis en zone négative, je rembourse moins et je gagne de l'argent. La France en a fait de même. Ça, c'est pour l'aspect gain financier. Mais il y a aussi le fait que la dette, une dette d'État, on suppose que ça ne fait jamais faillite, la dette peut être perpétuelle. Le mécanisme de refinancement fait qu'on a intérêt, en tout cas en tant que souverain, de profiter de cette tendance spéciale. Alors, pour ce qui est maintenant des investisseurs, et je pense que c'est la partie qui va plus nous intéresser, il y a d'abord le motif de spéculation. Ce motif, il est toujours présent parce que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, on peut, si on fait abstraction du côté négatif, c'est-à-dire que si on se dit qu'on est en valeur absolue, il n'y a aucune raison qu'on soit à moins 0,56, enfin à moins 0,56 à moins 0,56 et qu'on reste à moins 0,56. Parce que si on fait abstraction du moins ou du plus, si ça baisse, ça peut continuer à baisser en fait. Donc, si les investisseurs qui sont assez joueurs et qui anticipent une baisse encore des taux peuvent continuer à investir parce qu'ils se disent que de toute façon, vu la tendance, les taux vont continuer à baisser. Ça, c'est un motif, ce n'est pas le plus important, mais c'est un motif qu'on a noté sur les marchés. Il y a aussi le fait que les banques centrales rachètent quand même les émissions souveraines. Donc, quand on anticipe aussi le fait de pouvoir revendre à un prix plus élevé dans le cadre du rachat, on a peut-être intérêt à investir. À côté de cela, il y a le motif de la assurantielle. La réglementation prudentielle, bancaire ou assurantielle tient beaucoup compte de la qualité de signature. On sait que quand on achète
des obligations souveraines notées AAA selon la notation adoptée, généralement, elles sont pondérées à 0%. Donc, autant dire que ça coûte 0 en fonds propres prudentiels bancaires. Et de toute façon, les banques et les compagnies d'assurance, aussi bien pour ce qui concerne BAL 3 que pour les banques Solvency II pour les assurances, ont intérêt et sont souvent obligés de détenir un certain nombre des actifs qui sont super bien notés, donc qui correspondent aux qualités de crédit et ses obligations. Alors, c'est donc un arbitrage que les banquiers et les assureurs font. Bon, on va en parler dans la deuxième partie de ce panel, parce qu'effectivement, il y a ce motif de réglementation qui va faire qu'on va arbitrer entre le coût des fonds propres prudentiels qui aurait été pris si on n'avait pas investi dans ces obligations et le coût le retour négatif lié aux intérêts que je ne perçois pas. Je pense qu'il est important à ce stade de mon intervention que je précise que la motivation des investisseurs est très basée sur un raisonnement économique qui consiste à voir les choses non pas en gain financier pur, mais en gain d'opportunité ou en coût d'opportunité. Une fois qu'on est sur cette base économique, je pense que les choses deviennent beaucoup plus lisses et la tendance beaucoup plus facile à comprendre. Parce que dès qu'on réfléchit à un gain d'opportunité ou coût d'opportunité, on mettra après l'aspect financier dessus et finalement l'aspect comptable et organisationnel derrière. Mais je pense que là, c'est vraiment la vision économique et la vision économique au sens gain ou coût d'opportunité qui a été privilégiée. Il ne faut pas oublier non plus que les banques commerciales, en tout cas dans la zone euro, pour les pays de l'OCDE, la Banque centrale les a poussés justement à ne pas détenir d'encaisse en accent à un taux négatif, les encaisses, les dépôts qu'elles peuvent avoir, les dépôts supplémentaires qu'elles pouvaient avoir chez le banquier central. Aussi, parmi les motifs des acquéreurs, il y a le motif de sécurisation des actifs. Bien sûr, ça coûte toujours quelque chose d'avoir un taux négatif, mais si on arbitre parfois, il est plus refuge parce qu'on suppose que acheter une obligation allemande aujourd'hui, c'est bénéficier d'une excellente signature et être sûr d'être remboursé à échéance. Ça, c'est la même chose. Et aussi, il y a le fait que ça peut servir de collatéral. C'est-à-dire que si je me mets en tant qu'investisseur, avoir un OATF de l'État français à 10 ans, ben, je peux l'utiliser en garantie pour me refinancer ou pour faire autre chose. Et parfois, le coût de l'endettement, le coût de, comment on appelle, le coût de l'intérêt négatif que je supporte serait plus avantageux que le fait de trouver une garantie ou d'avoir une autre couverture que ça. C'est toujours dans le principe du gain d'opportunité ou de la perte d'opportunité. Je reste très, très, très économique dans mon raisonnement pour pouvoir vraiment expliquer davantage. Je suis sûr que vous avez tout compris, mais c'est juste pour mieux vulgariser. Certains investisseurs pensent aussi qu'il pourrait y avoir une situation de déflation généralisée. Dans ce cas, la seule chose qui vaille, c'est d'entrer dans ce genre d'obligations, même si elles sont encore une fois à taux négatif. Mais tout ça relève de motivations qui sont diverses et variées et qui dépendent pour chacune d'entre elles de la situation de l'investisseur, de sa manière de voir le monde, des arbitrages qu'il veut réaliser, mais aussi de l'horizon chronologique qu'il a en face de lui, des actifs dont il dispose, est-ce qu'il investit pour compte propre, pour compte de tiers, etc., etc. Autant dire que je n'ai pas eu le temps ni la possibilité d'être exhaustif sur les motivations. C'était vraiment à titre d'explication et pour donner un cadre général sur lequel nous allons débattre tout à l'heure. Alors, bien sûr, ça peut être aussi un outil de diversification des risques financiers parce que la diversification réduit le risque, on le sait depuis toujours. Markowitz l'a bien modélisé. Parfois, même si ça me coûte quelque chose, j'ai intérêt à avoir une obligation d'un État qui est en dehors de la zone euro ou quelque chose comme ça pour diversifier mon risque, pour éviter certaines concentrations. Il peut y avoir un phénomène de réduction du risque de change aussi si j'arrive à avoir un panier de devises, d'obligations composé d'un panier de devises qui est des devises complètement différentes. Alors, à partir de ce moment, se pose la question des perspectives d'évolution. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, on se pose la question de la fin des taux négatifs parce qu'effectivement, les taux sont en train de remonter. Le mouvement est progressif.
Il est lent, toutefois, mais il est progressif. Et depuis quelques mois maintenant, les taux sont repassés au-dessus de zéro. En France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie. En France, aux Pays-Bas, en Italie. L'Allemagne résiste toujours, mais la tendance haussière ne s'arrête pas. Aux États-Unis, les taux n'étaient pas négatifs. Ils étaient très, très, très bas sans être négatifs. Et là aussi, on sent une remontée. Donc, la question fondamentale, c'est que tout le monde pense, et à juste titre, que la remontée est en train de s'initier et elle ne va pas s'arrêter de sitôt. Alors, quelles seraient les conséquences d'une telle remontée? Alors, la dette des États a beaucoup augmenté depuis quelque temps, pour des raisons que nous avons évoquées en partie de cette intervention. À titre d'exemple, il faut noter que la dette publique de la zone euro est passée à 102% du PIB global, contre 85% il y a encore quelques années, encore il y a 2-3 ans. Ce qui fait qu'il se pose la question de la soutenabilité de cette dette, parce qu'une fois qu'on est à 100% du PIB, voire 100 et quelques pourcents, d'une manière générale, quand la part de dette est très, très importante, alors on devient très, très, très sensible à toute évolution du taux d'intérêt, parce que tout simplement, les charges d'intérêt peuvent être relativement conséquentes. L'autre aspect aussi, c'est de voir l'éventualité de la possibilité qu'il existe une bulle financière. En quoi faisant? En faisant en étant dans une situation où il y a des investisseurs qui ont préféré fuir le marché obligataire pour aller vers un marché qui serait qui serait plus rentable, notamment les marchés boursiers, le marché des actions. Ils ont fui donc tout ce qui est obligation souveraine pour aller investir en bourse, acheter des actions, etc. Alors, qu'est-ce qui se passerait s'il y a un retournement de la situation? Ça pourrait avoir un impact justement sur ces investissements massifs qui ont été faits. Parce qu'à un moment, on a considéré qu'effectivement, une partie de l'argent qui aurait été investi en obligations souveraines a été passé vers d'autres actifs qui sont sensiblement plus rentables. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il est pertinent de continuer à acheter ces obligations à taux négatif? J'ai envie de dire que ça dépend. La réponse globale serait de dire non, parce que les taux sont en train de remonter, mais les motifs qu'on a évoqués tout à l'heure et les motivations des investisseurs font que ça peut être vu en disant non, c'est de moins en moins intéressant, mais on pourrait dire aussi ça dépend, c'est à prendre au cas par cas, ça dépend des anticipations qu'on a, ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais aujourd'hui, étant entendu que les taux sont en train de remonter, étant entendu que si on investit à taux négatif, le rendement est encore plus dur parce qu'il va falloir tenir compte de l'inflation, alors je pense que globalement, on pourrait tous être d'accord qu'à défaut d'avancer en non ferme, on pourrait dire que la tendance est en train vraiment de s'estomper et de ralentir. Donc, une fois qu'on a dit ça pour les pays de la zone OCDE, je n'ai pas vu de pays émettre dans la zone, en tout cas UEMOA qui nous intéresse, je n'ai pas vu un seul pays émettre à taux négatif, raison pour laquelle je n'avais aucun exemple à vous donner dans ça, je l'ai bien vu, mais je n'ai pas trouvé. Je me pose la question et je vais la poser aussi à l'ensemble aux panélistes et à l'ensemble à toute l'assistance. Qu'en est-il d'abord de l'évolution du taux et comment cette évolution du taux a impacté la gestion obligataire, la gestion des obligations souveraines dans nos zones? Alors, pour répondre à cette question en guise d'introduction et pour poser le cadre du panel, alors, j'ai aujourd'hui l'honneur de recevoir 3 éminentes personnes. Je vais commencer par Mme Orphée Monekebe. Je vais commencer par présenter Mme Orphée Monekebe, qui est la directrice générale de la EGI de la Société Générale. Elle est basée à Abidjan. Elle a une longue expérience bancaire. Elle est vraiment au cœur du dispositif quand on parle d'obligations, de souveraines, quand on parle de gestion pour compte de tiers ou pour compte propre. Elle est dans le brokerage, elle connaît parfaitement ces sujets. Il faut savoir qu'étant basée à Abidjan, elle gère quand même les 5 filiales, enfin, la SGI pour les 5 filiales de la Société Générale. Bonjour à Orphée, grand bonjour de Dakar, à toi qui es à Abidjan. Après cela, nous avons aussi M. Constant Djeke. Constant Djeke est assureur, il connaît le modèle de l'assurance très très bien. Il a évolué dedans pendant
pendant de nombreuses années, une décennie en tout cas. Il est actuellement directeur général de Sunu Assurance, qui parle du monde de l'assurance, parle d'investisseurs qui sont très friands d'obligations souveraines, pour des raisons que Constar aura certainement le plaisir de vous expliquer. Alors, nous avons un troisième panéliste, M. Frank Achibou, qui est le Head of Global Markets and Corporate and Investment Banking de Stanbic Côte d'Ivoire. Monsieur Frank, vous avez un empêchement et nous avez prévenu, il nous avait promis de tout faire pour se joindre à nous du fait qu'il y a eu des changements dans l'organisation. J'espère qu'il nous rejoindra assez rapidement. L'un comme l'autre, nous allons continuer et je vais sans tarder laisser la parole à Constant ou à Orphée ou à qui veut la prendre entre vous, parce que dans le programme, c'était Franck qui devait la prendre. Donc, je ne sais pas, Orphée, ça te va, Constant? C'est bon, Orphée? Oui. Très bien. Alors, je te laisse la parole avec un grand plaisir. Je te laisse présenter et apporter ta pierre à ce que nous voulons d'avancer et par rapport au sujet du panel. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour, merci Mohamed pour cette présentation et la note introductive. Je voulais effectivement te saisir l'occasion pour dire aussi merci à l'agence UMOA Titres qui fait un très gros travail depuis quelques années sur le marché et pour l'initiative et la sollicitation aujourd'hui pour que nous puissions à notre humble niveau contribuer à cet événement. Alors, sans tout de suite, sans tarder, je vais aborder donc le sujet qui nous rejoint, qui nous réunit et l'orienter justement sur le pan du conseil financier pour l'investisseur. Aujourd'hui, la gestion d'un portefeuille obligataire, évidemment, va consister dans le cadre d'un mandat interne, soit interne à l'investisseur lui-même lorsqu'on parle des institutionnels, ou externe, donc qui va consister à donner un mandat à un professionnel et qui tend à l'investissement dans un portefeuille d'obligations, soit souveraine, soit privée, et au suivi de ce portefeuille-là, conformément à une stratégie de gestion et d'investissement bien définie. Et c'est là que nous voulons nous pencher sur ces notions-là. Dans la notion d'investissement, également, l'investisseur va considérer tout ce qui est éléments de maturité, de taux d'intérêt, de risque. Également, dans la gestion, ces mêmes éléments vont revenir avec en sus le type de gestion qu'il choisit ou qui est décidé, qui est approprié en fait pour son portefeuille et pour ses contraintes qui lui sont propres. Alors, je vais juste faire donner un bref aperçu en fait de l'évolution qu'on a eue sur notre marché à nous. Et je vais le faire en deux temps, avec le marché de la syndication et ensuite de l'adjudication. Et sur la syndication, on va dire pour les émissions obligataires qui sont élevées entre 2010 et 2021 à 8 295 milliards, il faut noter qu'on avait une dominance des titres souverains à 87% à peu près. Et sur le marché de l'adjudication, entre 2014 et 2021, avec l'agence UMOA Titres, des émissions obligataires levées sur le marché ont été pour à peu près 31 milliards sur le marché, avec un taux de croissance annuel moyen de 12% en termes des montants levés. Et pour venir sur l'évolution des taux eux-mêmes, il faut noter que sur le marché de la syndication, pour ce qui est des taux d'intérêt des émetteurs souverains, il y a une forte baisse qu'il faut noter on s'est mis entre 2017 et 2021, avec un taux moyen qui passe de 6,44 à 6,06. Et puis, sur le pan des investisseurs, des émetteurs corporés, des émetteurs privés en général, on a une hausse, donc en passant d'un taux d'intérêt de 6,52 moyen sur la même période à partir de 2017 jusqu'à 6,75. Donc, ces éléments-là nous permettent de dire et de montrer clairement que, évidemment, les taux d'intérêt, qu'on soit sur du souverain ou sur du privé, donc évoluent là, comme vous le voyez, de façon divergente. On a une hausse au niveau des émetteurs privés et puis une baisse quand il s'agit de nos souverains. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en fait de la cause, en termes de cause de la baisse
des taux pour se concentrer sur les émissions souveraines dans notre zone, et puis quels sont les impacts en fait qu'on peut noter sur les différents investisseurs, notamment les investisseurs institutionnels. Alors, il faut noter que la hausse, à part au-delà de plusieurs, j'aurais dit, aspects qu'on pourrait noter comme étant des causes notables de cette baisse des taux, il faut aussi regarder du côté donc, de cette crise mondiale, de cette pandémie, pour parler des récentes années, qu'on a connues avec une revue des politiques monétaires dans le but justement d'accompagner la relance de l'économie, de permettre une certaine stabilité, plus ou moins en tout cas, je dirais, créer un certain coussin pour limiter en fait les impacts négatifs dans l'environnement économique global. Alors justement, baisse des taux directeurs, et du coup, cela a entraîné une surliquidité du marché, avec aussi une préférence pour la plupart des investisseurs institutionnels pour les titres souverains, qui sont pour eux des titres à forte qualité évidemment, et qui donc derrière deviennent une sorte de refuge. Et la dette souveraine crée pour eux une plus grande sécurité dans leurs investissements. Pour parler des impacts, je pense que je l'ai mentionné en intra, c'est vraiment cette surliquidité sur le marché, un intérêt de plus en plus accru pour la dette souveraine dans un but de préservation des investissements, du capital. Donc, c'est vraiment un cadre de refuge en fait qui est créé pour ce type d'investisseurs-là. Alors, peut-être pour venir rapidement aux conséquences et aux éventuelles solutions qu'on pourrait émettre en se basant du côté de l'investisseur dans cette situation. Les conséquences immédiates, c'est clairement une dégradation de la rentabilité des portefeuilles lorsqu'on investit dans des titres ou dans des instruments, dans un ensemble d'instruments qui présentent une rentabilité de plus en plus ou un rendement de plus en plus bas. Donc, il y a une dégradation de la rentabilité des portefeuilles. Il y a clairement un risque de ne pas pouvoir faire face aux engagements du passif selon le type d'investisseur institutionnel qu'on a, notamment les assureurs. Constant nous dira tout à l'heure, nous dira un peu plus. Il y a une croissance aussi du risque de réinvestissement parce que bon, derrière, on a, je dirais, un portefeuille, donc il y a une rentabilité moyenne et qui pour nous, derrière, peut être aussi la même rentabilité espérée, tenant compte des contraintes et des besoins par rapport aux différents engagements. Évidemment, si on est dans des situations où les taux ne font que baisser et il faut se repositionner, évidemment, il y a un risque de réinvestissement qui naît pour ces investisseurs-là. Alors, en termes de peut-être quelques pistes de solutions, ce serait justement sur la base de l'ensemble de ces enjeux pour les investisseurs institutionnels, de privilégier clairement la gestion active. Après, les précédents panels, on en a déjà parlé. Ce n'est pas un élément nouveau, mais c'est un aspect très important à mentionner. Il faudrait réorienter, vraiment repenser les stratégies, que ce soit d'investissement et même de gestion du portefeuille obligataire dans un but de tenir compte de certains principes, notamment la diversification du portefeuille, en intégrant l'appréciation donc de la duration, le gain potentiel et les risques que peut présenter l'un ou l'autre des choix pour le portefeuille. Il faut également, dans le cadre justement de cette gestion active à privilégier, il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui sont de stratégies, en tout cas qui sont intrinsèquement liés à la gestion active elle-même. Notamment avoir une stratégie donc, basée sur les anticipations de taux d'intérêt qui permet justement d'avoir une bonne prévision du niveau futur des taux d'intérêt. C'est vrai que ça peut être difficile à réaliser de façon constante. Et bon, il y a clairement, quelle que soit la stratégie, il y a toujours un risque associé. Dans ce cas-là, on pourra avoir un risque dans un comportement de parieur parce que bon, mais on parie un peu sur ce qui va arriver dans l'avenir. Mais clairement, cette stratégie-là va permettre, en tout cas, elle peut permettre d'ajuster un peu la sensibilité du portefeuille par rapport au taux d'intérêt en modifiant, en actant sur sa durée. Et puis aussi, on pourrait parler de la stratégie basée sur les mouvements de taux d'intérêt sur la courbe. À ce moment-là, je pense que l'agence UEMOA-Titres a déjà fait un gros travail en mettant à disposition une courbe. Et il s'agit justement dans ce cadre-là d'avoir une meilleure prévision du niveau futur des primes de risque qu'on peut prendre selon les secteurs, selon le type d'émetteur,
sur lesquels on place les fonds. Mais il y a un risque intrinsèque, comme je disais, pour chacune de ces stratégies-là. Le risque peut être, par exemple, une mauvaise anticipation de l'évolution de ces primes-là. Toutefois, je pense que, bon, il est suggéré, ça reste quand même une stratégie importante à garder, à tenir, à prendre en considération par les investisseurs que celle basée sur le mouvement des taux d'intérêt de la courbe. Après, il y a cette stratégie-là aussi qui est basée sur les écarts de taux. Elle va permettre justement de pouvoir avoir une belle prévision, plus ou moins en tout cas, du niveau futur des primes de risque. Ça va permettre aussi de pouvoir tirer profit des changements dans les écarts de taux. Et puis, il y a enfin la stratégie qui va se baser sur les caractéristiques propres des obligations. Et c'est là que, en termes de suggestion majeure, peut-être ce serait celle-là également, qui permet en tout cas d'avoir une meilleure capacité d'identifier les titres évalués incorrectement sur le marché, de saisir des opportunités aussi lorsqu'elles se présentent. C'est vraiment une stratégie qui va permettre de sélectionner les bons titres selon les contraintes, selon les objectifs et d'évoluer selon la tendance, de ne pas être en marge et puis subir en fait les effets de la baisse et tout. Ça va permettre également d'aller notamment sur des titres peut-être un peu plus risqués, mais qui vont donner des rendements ou afficher des rendements beaucoup plus alléchants. Donc, globalement, la gestion active va venir un peu dynamiser le portefeuille et puis permettre de saisir les meilleures opportunités, de permettre aux investisseurs de rester également dans la tendance des engagements qui sont pris parce qu'il faudra bien sûr y faire face. Enfin, ça va permettre également d'identifier les taux qui sont les plus adaptés donc, aux objectifs qu'ils ont. Ça nous emmène à dire que peut-être qu'il faudra que l'agence UEMOA Titres, c'est déjà peut-être le cas, mais l'approfondir la chose, de plus en plus favoriser la naissance ou orienter les investisseurs vers des obligations à taux variable. C'est vrai, après, il y a plusieurs aspects qui doivent être intégrés dans ce cadre-là, il faut en tenir compte. Chaque instrument qui est mis en œuvre, évidemment, il a ses risques et ses avantages, mais c'est là, quand on parle de diversification, que ça permet justement d'éviter, en fait, ou de subir au maximum, en tout cas, les effets d'une conjoncture de marché. Alors, moi, je voudrais justement, dans le cas des perspectives, comment doivent réagir les investisseurs institutionnels dans de telles situations de marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après, je vais laisser Constant justement approfondir parce qu'il est assureur, il pourra nous dire, mais nos investisseurs institutionnels, globalement, c'est rare d'en voir qui ont chez eux des spécialistes de la gestion de portefeuille, qui ont chez eux des spécialistes sur la gestion obligataire, parce que bon, on a à tort tendance souvent à penser que la gestion obligataire est plus facile que la gestion d'un portefeuille action, ce qui n'est pas du tout le cas. Et puis, donc voilà, il faudrait justement que, en termes de perspective, que les investisseurs intègrent cet aspect-là de solliciter en fait le professionnel pour la gestion de portefeuille, surtout quand on est sûr que ce n'est pas un effet qui va arriver une fois en passant, mais c'est une chose à laquelle il faut s'attendre, qu'on ait des taux de plus en plus baissiers. Après, il peut y avoir des retournements de situation, mais il faudrait intégrer ces aspects-là de professionnalisation même de la gestion du portefeuille au niveau des investisseurs institutionnels. Voilà, donc je vais laisser peut-être Constant nous éclairer un peu plus sur les solutions et comment, en tant qu'assureur, ils réagissent face à cet environnement global et général de baisse des taux. Merci. Merci beaucoup, Orphée, pour cette brillante intervention. Les questions vont venir après. Je vais tout de suite laisser la parole à Constant, qui va nous faire une présentation. Constant est bien directeur général de NSCA Assurance et Assurance Vie au Togo. Donc, comme je disais tantôt, il a une longue expérience et riche du monde de l'assurance. Constant, tu as la parole. Merci. OK, merci Mohamed.
Merci Orphée, merci à Humour à Titre pour cette opportunité de nous associer à ces moments de réflexion. Alors, si vous le voulez bien, je vais partager mon écran. Okay, donc, je partage mon écran et ma présentation va se faire sur… voilà, ma présentation va se faire sur cinq niveaux. Donc, dans un premier temps, bon, une brève présentation du groupe NCA, on va passer rapidement là-dessus. Les caractéristiques de l'activité d'assurance, qui est complètement différente des autres secteurs d'activité. Nos contraintes en tant qu'assureur, les risques liés à nos investissements obligataires, et puis à la fin, quelques pistes de solutions ou de réflexions qu'on pourra partager. Le groupe NCA, c'est un groupe financier, bien évidemment, qui est présent en Afrique dans 12 pays, dans les métiers de banque et d'assurance, et puis également de l'intermédiation financière. Moi, Constant Djeket, donc je suis le directeur général de NCA Togo, donc les deux filiales, assurance vie et assurance non-vie, ici au Togo. Alors, je vais commencer par quelques caractéristiques de l'activité d'assurance. On parle très souvent, quand on parle d'assurance, de cycle inversé, puisque dans notre métier, nous fixons des prix des produits que nous vendons, le prix des assurances que nous faisons, et c'est seulement quelques années plus tard ou à la fin de la période… Excusez-nous, monsieur, votre présentation, elle ne passe pas. Les slides ne passent pas, s'il vous plaît. Ah. Elle est figée. On peut prendre la main s'il y a un souci technique à votre niveau. C'est toujours comme ça, hein, Constance, c'est toujours comme ça. C'est quand on en a le plus besoin que ça ne marche pas. Mais ça ne fait rien, je suis sûr qu'on va y arriver. Voilà, c'est parfait. Ça passe maintenant? Oui, c'est bon maintenant, monsieur Djeket. Bon. D'accord, OK. Donc, j'en étais aux caractéristiques de l'activité d'assurance. Donc, avec le cycle inversé, le fait que l'assureur prend des primes ou des cotisations d'assurance et que c'est quelques années plus tard que l'assureur sait combien cela va lui coûter exactement. Les probabilités, c'est vrai, nous aident beaucoup, mais on reste quand même dans un domaine qui est complètement différent. Dans l'industrie classique, on a le prix de revient et on fixe le prix de vente. En assurance, on fixe le prix de vente et puis on sait plus tard combien cela va nous coûter. Donc, cela fait une particularité de l'assurance. Également aussi sur l'assurance vie, nous travaillons sur des durées très longues. Les contrats d'assurance aujourd'hui que nous avons en portefeuille vont sur des durées de 15, 20 ans, voire plus. Et donc, cela nous oblige à constituer ce qu'on appelle dans notre jargon des provisions mathématiques. D'où l'importance pour nous la gestion d'actifs, puisque ces provisions que nous constituons vont être gérées à travers les différents supports et particulièrement les obligations dont il est question aujourd'hui. Également, pour ce qui concerne l'assurance non-vie, à partir de l'instant où le paiement des sinistres, notamment les sinistres sur les assurances responsabilité civile ou certains risques, sont payés sur des durées qui sont des fois longues, parce que les expertises avant paiement des sinistres prennent du temps. Donc, nous constituons également des provisions qui sont gérées également sur des supports financiers. Ce qui caractérise aujourd'hui l'activité d'assurance dans notre zone, c'est au niveau des stratégies d'investissement. Très clairement, c'est la stratégie qui consiste à acheter les obligations et attendre jusqu'à l'échéance. Donc, la gestion active dont parlait tout à l'heure Orphée n'est pas encore à l'ordre du jour chez beaucoup d'assureurs. Nous sommes encore dans des situations d'investissement, j'allais dire presque de bons pères de famille. On achète des obligations et on attend que ça se passe. Autre particularité, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, nous avons des engagements qui sont très longs, donc qui vont de 10, 15 ans, 20 ans, voire plus. Et donc, ces engagements aujourd'hui sont calculés avec des taux d'intérêt de 3,5% dans le passif des sociétés d'assurance. On va revenir tout à l'heure là-dessus lorsqu'on va parler des risques. L'assureur est un collecteur d'épargne, donc cette épargne obéit à plusieurs facteurs. Bien évidemment, l'épargne des ménages, l'épargne des entreprises, la fiscalité, qui est un point important. Lorsque la fiscalité change, la mobilisation de l'épargne est plus facilitée pour nous. J'ai cité les cas que nous avons connus, notamment en France, avec les contrats Madeleine, les contrats DSK et les contrats Sarkozy, qui sont des contrats qui sont favorisés par une modification de l'épargne. Donc, selon
qu'on taxe les plus-values ou qu'on ne taxe pas les plus-values d'assurance, cela permet aux assureurs de mobiliser plus facilement l'épargne. Donc, l'assureur reste un investisseur institutionnel important avec des obligations d'investissement dans les obligations d'État, dans des actions, dans des dépôts à terme et dans des investissements immobiliers. Alors, tout cela se fait avec des contraintes. Et la principale contrainte du régulateur, c'est les taux ou les pourcentages que nous pouvons affecter à ces différents supports d'investissement. Pour parler de tout ce qui est obligation qui nous concerne aujourd'hui, le minimum qui nous est demandé par la CIMA, qui est le régulateur, c'est 15% et le maximum, c'est 50%. Donc, très clairement, que nous soyons en situation de taux bas ou de taux élevé, nous avons l'obligation de détenir des obligations d'État. C'est vraiment une mission qui est donnée aux assureurs, collecteurs d'épargne, mais obligation d'investir dans les États où nous sommes. Les autres contraintes que nous avons sont des contraintes liées au taux financier. Aujourd'hui, dans le portefeuille de beaucoup de compagnies d'assurance vie notamment, il y a des taux qui sont garantis. Les contrats commercialisés aujourd'hui garantissent des taux de 3,5% aux assurés. Et donc, cela constitue une contrainte pour les assureurs puisque si vous promettez du 3,5% à vos assurés, il faudrait que vous vous assurez en amont que vous-même vous faites des placements qui vont au-delà de 3,5%. Une autre contrainte au niveau des assureurs, c'est cette obligation de comptabiliser les moins-values. Donc, sur les placements que les assureurs font, les moins-values sont comptabilisées. Et donc, c'est un élément qui est important pour nous dans notre stratégie d'investissement. Alors, tout cela, bien sûr, nous avons des risques liés à tous ces investissements que nous faisons. Le risque de défaut qui consiste à la possibilité que l'émetteur ne soit pas capable de rembourser les montants, les coupons et les valeurs nominales. Le risque de taux qui est, je pense, l'élément le plus important aujourd'hui pour nous, puisque quand on investit sur des fonds souverains, le risque de défaut est très, très faible, voire nul. Aujourd'hui, le risque qui vraiment est important pour nous, c'est le risque de taux d'intérêt. La baisse des taux d'intérêt est quelque chose qui est très important pour nous et nous allons le détailler un peu plus loin dans notre présentation. Le risque de l'émetteur, bien sûr, le risque de liquidité et de maturité, qui sont des risques également que nous surveillons. Alors, les risques vraiment importants aujourd'hui pour les compagnies d'assurance, c'est le risque de taux, notamment le fait que les compagnies d'assurance aujourd'hui, dans la zone, garantissent un taux d'intérêt de 3,5% et donc devront s'assurer en amont de réaliser des placements qui sont supérieurs à 3,5%. Et quand aujourd'hui une compagnie d'assurance a un contrat dans lequel il y a une garantie sur 15 ans, sur 20 ans, d'un taux de 3,5%, avec la tendance baissière aujourd'hui des taux, ce risque-là est très important. C'est un risque que nous avons observé en France notamment, qui a poussé les compagnies d'assurance en France à ramener tous les taux d'intérêt à zéro dans les années 90, parce qu'elles ne pouvaient plus garantir les taux de 3,5% sur les contrats d'assurance. Ce changement n'a pas été du tout facile. Aujourd'hui, ce qui se passe en France, c'est un taux qui est garanti chaque année. Donc, chaque année, les compagnies d'assurance publient le taux qu'elles garantissent au cours de cette année-là. Mais il n'y a plus de notion de taux garanti sur une très longue période. Un risque également très important, c'est le risque qui se situe aujourd'hui au niveau du passif. Le passif des compagnies d'assurance constitué essentiellement de provisions mathématiques. Ces provisions mathématiques sont calculées avec un taux de 3,5%. Donc, un risque d'augmentation importante du passif en cas de baisse de taux. Alors, quelques pistes de réflexion. Orphée l'a dit tout à l'heure, les assureurs ne sont pas le métier d'investisseur, notamment maîtriser le marché obligataire, n'est pas forcément le fort des compagnies d'assurance. Donc, nous devons nous appuyer sur des spécialistes en la matière pour gérer nos placements. Mais j'ai quand même pris le risque, en termes de stratégie d'investissement, d'évoquer certaines pistes, notamment lorsque, en situation de baisse des taux, privilégier les obligations d'échéance longue. En situation d'obligation d'échéance courte,
Également, si les taux d'intérêt sont sur le point d'augmenter, détenir des obligations avec une échéance courte et un taux de coupon élevé. Et puis, la diversification du portefeuille reste quand même quelque chose d'important dans notre secteur d'activité. C'est une obligation réglementaire avec les pourcentages à prendre au niveau des obligations, mais également sur les actions et sur l'immobilier. Donc, nous avons des obligations de diversification émises par le régulateur. Pour parler de stratégie d'investissement, bon, c'est bien évidemment tenir compte des taux d'intérêt, tenir compte des maturités. Et là, la gestion active-passive dans les compagnies d'assurance est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire qu'il faut bien modéliser le passif pour voir quels sont les actifs et les durations des actifs à mettre en face de ce passif. Mais cela passe d'abord par effectivement une modélisation du passif. Tenir compte du caractère illiquide ou pas, puisque nous sommes amenés à payer régulièrement des sinistres ou à payer, à rembourser de l'argent aux assurés. Donc, tenir compte du caractère illiquide ou liquide des titres, parce que si à un moment donné de votre gestion, vous avez besoin de ressources et qu'il est impossible pour vous de céder vos titres sur le marché à des conditions intéressantes, cela peut également créer des difficultés aux compagnies d'assurance. Il y a une stratégie qui est un peu plus assureur qui concerne les produits. Il s'agit, par exemple, de privilégier les produits en unité de compte, puisque sur les contrats d'assurance en unité de compte, il y a un partage de sort entre l'assureur et l'assuré. Donc, c'est l'évolution du cours du marché qui va déterminer le gain de l'assuré et également le gain de l'assureur. Le deuxième type de produit à privilégier, c'est au niveau de la retraite, des contrats de retraite, privilégier des contrats dits à cotisation définie plutôt que des contrats à prestations définies. Les contrats à prestations définies intègrent une problématique de taux, donc une garantie de taux, qui à long terme peut créer des difficultés aux assureurs. Alors que les contrats à cotisation définie, c'est la cotisation des épargnants qui est investie année après année, et donc la notion de taux garanti peut être modulée plus facilement à ce niveau-là que sur des contrats à prestations définies. Et puis, bien évidemment, éviter de garantir des taux de rendement sur de très longues périodes, parce que la tendance baissière actuelle, si elle se confirme, peut à long terme créer des difficultés aux compagnies d'assurance. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Okay. Bon. Parfait. Désolé. Alors, je disais qu'après avoir écouté Orphée, qui dirige une SGI, qui nous a parlé des méthodes d'investissement qu'il fallait privilégier aujourd'hui en tenant compte des caractéristiques propres à chaque type d'émission, en tenant compte des écarts de taux et peut-être en prenant davantage de risques, entre autres idées qu'elle a émises. Nous avons eu l'opportunité d'écouter aussi Constant, qui nous a beaucoup expliqué d'un point de vue d'un assureur comment il voit les choses en insistant sur le fait qu'aujourd'hui, on est encore dans un système où on gère un bon père de famille. On est dans un système où il y a un taux garanti, ce qui fait que toute variabilité des taux, en tout cas à la baisse, l'assureur peut subir un choc. On est dans un système où il faut vraiment s'attarder davantage sur la gestion active-passif en ayant une très belle vue, j'ai envie de dire une bonne vue du passif de la société d'assurance et d'autres idées qu'il a émises. Je vais maintenant laisser la parole à Franck. Franck, je le disais tantôt, c'est le Head of Global Markets and Corporate Banking de Stanbic. Franck est basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et il couvre toute la zone ouest là pour Stanbic. Franck, tu as la parole. Merci. Merci, Mohamed. J'espère qu'on m'entend bien. J'avais quelques problèmes de connexion tout à l'heure. J'espère que vous arrivez bien à m'entendre. Donc, merci aussi aux autres panélistes, Orphée et Constant, pour leur belle présentation et les informations qu'ils ont pu partager. Ce que je vais faire, c'est donner peut-être un point de vue de la banque, des banques, concernant la situation du marché obligataire depuis le début de la crise et la tendance baissière des taux. Je vais être assez court et ensuite on pourra passer aux questions-réponses et échanger plus profondément. Donc, un petit rappel pour éventuellement les investisseurs ou les participants qui n'auraient pas cette information. Donc, le marché local, je crois que ça a été précisé aussi par Orphée, est majoritairement composé d'obligations souveraines, donc obligations d'État, que chacun des 8 États de la région UMOA émet, soit sur le marché ou soit par adjudication,
processus d'adjudication qui est géré par l'UMO à titre et la Banque centrale, en lien avec les directions générales du Trésor, ou soit par des émissions de type syndication, pour lesquelles les directions générales du Trésor travaillent, dans ce cas, avec les SGI pour structurer et placer ces titres-là. En termes de maturité et de type d'obligations qui sont émises, il y en a deux, hein, les bons et les obligations. Les bons ont des maturités en général entre 1 mois jusqu'à 2 ans inclus, quand les obligations, les maturités démarrant à 3 ans. On voit maintenant que les maturités s'allongent, on arrive à 12-15 ans pour certains émetteurs de la zone, ce qui n'était pas le cas encore jusqu'à il y a 2 ans. En termes de répartition, bon, tous les bons sont exclusivement émis par processus d'adjudication, quand les obligations, donc les maturités plus longues, peuvent être émises soit par adjudication, soit par syndication. Le ratio dépend des pays. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, on est de l'ordre de 40-60 ou 50-50 selon les années. En ce qui concerne les taux baissiers, effectivement, depuis le début de la crise, il y a eu, crise Covid, hein, donc depuis maintenant presque 2 ans, il y a eu une baisse significative des taux qui a été constatée sur le marché. Pour donner quelques exemples, un bon du Trésor émis par exemple par l'État de Côte d'Ivoire de maturité 1 an avait des rendements de l'ordre de 5%, 5,25% en 2017-2018, de l'ordre de 4,25, 4,50 au début 2020. Nous sommes maintenant à 2,5%. En fin d'année dernière et début de cette année. Donc, une baisse, vous pouvez voir, sur 4 ans, d'à peu près 250 points de base et depuis le début de la crise, on peut dire de moins 150 points de base. C'est significatif par rapport au niveau même du taux d'intérêt. En ce qui concerne les obligations, pareil, hein, la courbe des taux a évolué de façon parallèle à la baisse. Et donc, il y a aussi une baisse des taux de l'ordre de 100-150 points de base selon la maturité et selon l'émetteur. On a constaté pendant une longue période de la crise que la baisse des taux sur le court terme était plus forte que sur les obligations de long terme. Je peux expliquer pourquoi, mais cela s'est maintenant rasserré. Toute la courbe des taux est en baisse, que ce soit des titres de court terme ou les titres de long terme. Donc, quelles peuvent en être les raisons? Si on se place du côté de l'offre, du côté donc des titres qui sont émis, on a constaté différentes choses. La première, c'est que de nouveaux types de bons ou d'obligations ont été émis par les émetteurs, donc en lien avec l'UMO à titre et la Banque centrale. On a eu des bons Covid de maturité très courte au début de la crise, puis des obligations de relance et plus récemment des bons de soutien et de résilience. Et la caractéristique particulière de certains de ces produits, c'est que les coupons ou les prix étaient, donc les coupons avaient un seuil maximum et les prix un seuil minimum, ce qui entraîne donc une baisse, un effet baissier sur les rendements que ces bons ou obligations peuvent avoir. L'autre chose aussi, c'est qu'on a eu un volume à la hausse puisque les États ont eu besoin de se financer massivement pendant la crise pour faire face à cette crise et essayer de la régler. Donc, une hausse de l'offre, évidemment, entraîne une baisse des taux pour les investisseurs. Et enfin, l'autre facteur qui est important au niveau de l'offre, ça a été la possibilité émise par la Banque centrale de pouvoir refinancer ces titres spéciaux dont j'ai parlé pour des maturités plus longues et à des taux plus bas, à 2% pour l'instant, quand on était dans des fourchettes de 2,5 à 4,5%. Donc, du côté de l'offre, à la fois les produits, à la fois le volume offert, mais aussi l'intervention de la Banque centrale a permis ou a conduit une baisse des taux qu'on a observée. Du côté de la demande, qu'est-ce qui a pu se passer? Quand on regarde les investisseurs locaux, et ensuite je parlerai des investisseurs internationaux, il y a eu encore une fois une intervention proactive et massive de la Banque centrale au début de la crise pour permettre aux banques d'avoir la liquidité dont elles ont besoin. Donc, les adjudications de liquidité hebdomadaires, mensuelles ou autres, le seuil disons, le montant qui était offert a été
déplafonnés, on peut dire, et les taux d'intérêt demandés par la Banque centrale ont été baissés. Donc, ça permettait aux banques d'avoir plus de liquidités qu'elles elles ont pu placer sur le marché obligataire. Le deuxième effet, en parallèle, c'est que les banques, pendant cette crise, il faut le dire, ont resserré leurs conditions d'octroi de crédit. Donc, octroyant moins de crédit, elles ont plus de liquidités disponibles qu'elles cherchent à investir, entre autres, sur le marché obligataire. Donc, ces deux effets combinés, la liquidité de support de la Banque centrale et la liquidité générée dans le système par les banques du fait du resserrement du crédit, ont conduit à donc une demande plus forte et donc évidemment à une baisse des taux. Ce qui concerne les investisseurs internationaux, il faut reconnaître que sur le marché régional de l'UMOA, les investisseurs internationaux restent encore une minorité, hein, contrairement à d'autres marchés comme le Ghana, où ils peuvent représenter jusqu'à 40%, 50% des investisseurs. Chez nous, on est à moins de 10%, et principalement d'ailleurs sur le marché des actions que l'obligation. Mais du fait de l'effort coordonné, enfin, de l'effort coordonné non d'ailleurs, mais de l'effort conjoint des banques qui cherchent à attirer des investisseurs internationaux ou offshore sur le marché local, de l'effort aussi de l'UMO à titre et des efforts de la BRVM par exemple, il faut dire que notre marché régional est vulgarisé, est mieux connu à l'étranger, en IMIA et d'autres régions, et donc ça attire ces investisseurs internationaux. L'autre argument aussi qu'on utilise beaucoup d'ailleurs pour intéresser les investisseurs internationaux, c'est de dire, bon, du fait de la parité avec l'euro, pour des investissements à court ou moyen terme, on peut considérer que le risque de change est finalement très réduit. Le risque de change ou d'évaluation est très réduit, et que donc ces investisseurs investissent dans une monnaie qui est à parité avec l'euro, mais reçoivent des rendements qui sont largement supérieurs à ceux qu'ils pourraient obtenir s'ils investissaient dans des bons ou des obligations équivalentes dans la zone euro. Alors, il y a une question de problématique du change, enfin du FX, quand ces flots arrivent et quand ils doivent repartir. C'est une question séparée qu'on ne traitera pas ici, donc qui a un coût qu'il faut aussi qu'ils prennent en compte dans leur analyse. Mais même en discomptant ce coût-là, on se rend compte pour les investisseurs internationaux que ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, toutes ces actions, encore une fois, ont attiré plus de flux d'investisseurs internationaux vers la région, et encore une fois, plus de demandes qui conduisent à une baisse des taux. Donc, je voulais un peu expliquer ce que nous avons constaté en tant que banque dans le marché, la baisse des taux, à quel niveau, très important, quelles pourraient être les raisons, et maintenant, que peuvent faire les banques, soit pour leur compte propre ou pour leurs investisseurs. Bon, ça a été mentionné déjà par mes collègues panélistes ici sur cette conférence, sur ce panel. Différentes choses. D'abord, bon, le marché n'est pas contrôlé par les banques, les investisseurs ou les SGI. Donc, nous suivons le marché, nous investissons dans le marché, mais nous ne contrôlons pas le niveau des taux. Ensuite, puisque les maturités commencent à s'allonger, une des options, effectivement, pour les banques, pour leur compte propre ou pour leurs investisseurs, c'est de proposer d'investir à des maturités de plus en plus longues quand les investisseurs sont plus confortables avec le risque crédit de ces pays-là, les investisseurs locaux ou internationaux. En allongeant la maturité, on arrive à avoir des taux qui restent intéressants, même s'ils sont encore une fois en baisse par rapport à d'autres. Il s'agit aussi de sélectionner les émetteurs, même si l'écart de taux entre les pays de la zone n'est pas très grand. Il s'agit de sélectionner les émetteurs, d'aller à la diversification, et pour les investisseurs qui peuvent évidemment de regarder le type de produits que les banques peuvent offrir, des produits type dérivés sur les obligations émises localement. Les perspectives un peu, nous espérons tous, on croise les doigts, que 2022 sera une année où on ira vers la fin, ou en tout cas une pandémie moins forte, et que donc les marchés reviendront un peu à la normale, si je peux utiliser ce terme, avec un rehaussement des taux de la Banque centrale qui entraînerait automatiquement et rapidement une évolution à la hausse des taux, des obligations et des bons offerts sur le marché. Et dans ce cadre-là, évidemment,
les rendements reçus par les investisseurs seront plus grands. Il faut dire aussi tout de même que quand les taux de ces produits financiers, bons ou obligations baissent, il faut aussi quand même regarder quel est le coût de la liquidité, qui est investie. Donc, quand on regarde le spread, la différence entre le niveau des taux, des rendements et le niveau de la liquidité, quand ce spread ou cette différence reste positive et à un niveau acceptable pour les investisseurs, évidemment, l'option d'investir dans ces titres reste intéressante, à la fois pour les banques pour investir leur excès de liquidité, mais aussi pour les investisseurs que les banques ou les SGI peuvent apporter sur le marché. Donc, quand le coût de la liquidité baisse, et c'est le cas aussi actuellement, pendant cette crise Covid, par chance, accompagné d'une baisse des taux, en net, il est possible qu'en fait, on se retrouve dans une situation qui n'est pas très dégradée par rapport à celle où nous étions avant. Voilà. Donc, les banques, évidemment, travaillent pour leur compte, investir leur activité, mais avant tout aussi pour les clients et les investisseurs qu'ils essaient d'attirer, qu'ils soient régionaux, locaux ou internationaux, vers les marchés financiers. Alors, je vais m'arrêter là et puis vous redonner la parole moi-même. Merci. Merci beaucoup, Franck. Merci pour cette brillante intervention. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous avons tous un peu beaucoup parlé, à commencer par moi. Les sujets que vous avez développés tous les trois ont été très intéressants. Et ça me donne l'occasion de vous poser quelques questions avant de laisser la place à l'assistance, pour aussi qu'ils puissent poser des questions. Moi, j'en ai à peu près 3 ou 4 ans. Rapidement, c'est des toutes petites, donc ça va aller vite. Et comme vous êtes fort brillant, ça ne va pas poser de questions. Je les pose. Vous êtes tous les trois dans une posture investisseur, en tout cas de manière certaine. Orphée et Constant, Franck aussi, hein, donc je les pose et vous voyez. Celle-là, je pense que elle s'adresse plus à Orphée, mais tout le monde peut participer, parce que dans ton intervention, Orphée, tu nous parles des caractéristiques propres des obligations. Alors, tu penses que si les obligations présentent certaines caractéristiques propres, ça pourrait influencer ta stratégie d'investissement, ou en tout cas les stratégies d'investissement de manière générale. Est-ce que tu peux un peu développer ça pour qu'on en sache davantage, s'il te plaît? Et si les autres aussi peuvent intervenir après avoir fait ça, ça ne pose pas de problème. Merci, Orphée. Alors, oui, pour revenir en fait sur cette stratégie donc, qui reprend à la sélection des obligations, donc des titres dans le portefeuille, on parlait tantôt effectivement des caractéristiques propres à l'obligation, pour s'appuyer, en tout cas pour s'y appuyer comme élément de prise de décision. C'est notamment tout ce qui est intrinsèquement lié à l'obligation elle-même, que ce soit le taux d'intérêt, sa maturité, le type d'émetteur. Donc, dans notre zone, évidemment, chacun des pays n'a pas la même notation ni le même profil de risque, même si on reste sur du souverain. Et puis après, quand on parle des obligations, on ne parle pas que des obligations souveraines. Donc, pour les investisseurs, notamment compagnies d'assurance ou caisses de retraite, il y a d'autres types d'émetteurs, donc notamment les émetteurs privés. Donc, voilà, c'est de regarder en fait les caractéristiques qui sont liées à l'obligation elle-même avant de prendre des décisions. Donc, aller dans une optique en fait de comparaison d'une obligation à une autre, dans l'ensemble du portefeuille obligataire qui est géré par l'investisseur ou par le conseil financier. Mohamed, votre micro. Pardon, c'est toujours la même erreur. Je coupe et après je bouge. Désolé. Donc, si je comprends bien, Orphée, tu es en train de nous dire que malgré le fait qu'on soit dans une même zone, il peut y avoir des disparités en termes de qualité de crédit et on devrait pouvoir arbitrer sur ça, s'engouffrer dans ces petites zones et peut-être réaliser davantage de bénéfices, pour parler de manière simple. C'est ça. C'est pour favoriser effectivement la diversification dans la prise de décision. Diversification du portefeuille, ne pas se concentrer sur un seul émetteur, ne pas se concentrer sur une seule maturité. Donc, c'est d'intégrer plusieurs aspects, mais qui sont liés en fait au comportement de l'obligation elle-même, en vue de permettre en fait une meilleure orientation du choix qui est fait par l'investisseur.
Très bien, très bien. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci pour cette précision. Franck, j'ai envie de te poser une question sur un phénomène moi, que je rencontre beaucoup. Bon, ça concerne le marché secondaire. On en a très peu parlé. Hein. On a beaucoup parlé des émissions primaires, etc. Mais bon, le marché secondaire aussi intéresse beaucoup de monde, dont nous et d'autres acteurs qui sont là. Alors, souvent, une des remarques que l'on me fait, c'est de dire que oui, mais j'ai un coût de remplacement ou une fois que je sors du marché, je ne sais pas quoi faire de mes liquidités. Babacar Touré, dans un des panels, a abordé ça de manière intéressante. Je voudrais avoir ton avis sur ça, s'il te plaît, Franck. Oui, merci Mohamed. C'est une question effectivement qui n'a pas été abordée, mais qui est critique. Un marché financier ou boursier ne fonctionne bien, on le sait tous, que lorsque le marché primaire, mais aussi le marché secondaire sont très actifs. On a, au cas du marché obligataire, eu à faire face à un manque de liquidité ou de profondeur de marché secondaire. Et je crois que ça a été bien évalué par le régulateur, les autorités, les intervenants. Et donc, plusieurs initiatives sont prises pour essayer de développer ce marché. D'abord, certaines banques prennent l'initiative de façon proactive d'offrir des titres tous les jours, toutes les semaines, à l'achat ou à la vente. Et donc, essayer de créer comme ça une sorte d'activité entre les banques. Il y a eu une initiative, je crois, récente de l'UMO à titre de proposer des contrats cadres que peuvent utiliser les acteurs justement dans le cadre de transactions, achat ou vente, encore une fois, sur le marché secondaire. Il y a aussi une question pour les investisseurs internationaux. Quand ils investissent localement, ils sont en général pas dans une stratégie qu'on appelle buy and hold, ils sont vraiment dans une stratégie de trading actif. Donc, eux vont rentrer dans le marché à un certain niveau, de tenir les titres pendant 1 an, 6 mois, 3 mois, et ensuite chercher à les revendre. Donc, ils regardent comme critère très important la profondeur du marché secondaire. Donc, toutes ces initiatives sont vraiment très importantes pour permettre de développer cette activité-là. Les banques, j'ai parlé des banques, mais là, les SGI, et peut-être Orphée peut intervenir, ont aussi un rôle très important à jouer, puisqu'elles aussi, évidemment, sont en contact avec les clients internationaux ou locaux, régionaux. Donc, elles aussi ont un rôle à jouer, et elles le jouent, je pense, pour créer de l'intérêt et de la visibilité pour ce marché secondaire. Le dernier point que je mentionnerai, c'est que souvent, dans certains marchés, même quand ils sont africains, je ne parle pas nécessairement des marchés internationaux, les titres sont offerts sur des plateformes autres que celles de la Banque centrale. Ça peut être Bloomberg, ça peut être Reuters, etc. C'est aussi peut-être une piste qu'il faudra explorer parce que les investisseurs qui sont en particulier offshore, si vous voulez, pour eux, Bloomberg ou Reuters sont des plateformes qu'ils utilisent pour faire leurs transactions. Merci. Merci Franck pour ta réponse qui correspond à peu près qui est dans la même lignée que ce qui a été déjà dit ici dans votre panel. Je profite de l'occasion pour rappeler qu'effectivement, l'idée de la plateforme est en cours, elle a bien avancé. L'agence UEMOA-TIS est en train de travailler dessus et je pense que dans quelques temps, nous aurons une plateforme qui va vraiment, à côté de ça, permettre que le marché secondaire soit beaucoup plus actif, qu'on ait le maximum d'informations et que ce marché tende davantage vers l'efficience. Je vais maintenant m'adresser à Constant qui est assureur, donc qui a peut-être une autre vision du monde. Alors, Constant, moi j'ai 2 questions pour toi. Je t'ai privilégié un peu. Le temps qui nous reste n'est pas très... Enfin, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va en profiter quand même et laisser quand même quelques questions à l'assistance. Alors, Constant, tu as parlé d'un taux garanti. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager l'histoire autrement, peut-être penser plus, non pas en capital garanti, mais plus en étude de compte. En tout cas, qu'est-ce que tu penses du fait qu'aujourd'hui, en dépit de la variabilité et de la variation des taux, est-ce qu'il est opportun de continuer à garantir un peu? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est qu'aussi, tu nous as parlé des cotisations définies, des régimes de cotisations définies et prestations définies. Je me demande si ce n'est pas lié à un système de retraite. Étant entendu que nous sommes dans des systèmes de retraite qui ont certaines particularités, est-ce qu'on pourrait changer ces choses? Ça, c'est pour ma propre gouverne, parce que je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris cette partie de l'explication. Donc, si tu peux nous revenir s'il te plaît, sur ces 2 aspects, ce serait super. D'accord. OK, merci Mohamed. Effectivement, aujourd'hui, la problématique du taux garanti, c'est vrai que le régulateur a fixé un taux de 3,5% qui est un taux maximum à garantir.
Mais la compétition entre assureurs a fait que ce taux qui, du point de vue du régulateur, est un taux maximum, est devenu un peu la norme dans la zone CIMA. Donc aujourd'hui, effectivement, il est difficile pour un assureur de façon unilatérale de dire, moi, je vais ramener tous mes taux garantis à 2 ou à 1 ou même à 0 et donner plutôt un taux annuel. Donc, il faudrait peut-être qu'au niveau des différents marchés d'assurance, il y ait des accords pour, compte tenu du risque, effectivement, qui est réel hein, pour les compagnies d'assurance, que de façon collective, il y ait des décisions qui vont dans ce sens-là. Le taux ou le régulateur peut-être aussi, hein, parce que c'est parce que le régulateur a dit vous ne pouvez pas garantir des taux au-delà de 3,5% que tous les acteurs se sont alignés sur ce taux de 3,5%. Mais ça reste vraiment une problématique du marché. Donc, tous les assureurs sont concernés. Voilà. C'est difficile aujourd'hui au regard de la concurrence de façon individuelle de dire non, moi, je ne garantis plus de taux. Vous risquez de perdre tout votre portefeuille. Donc, c'est des sujets sur lesquels je pense les différents marchés doivent réfléchir. Les produits en unité de compte sont une solution. Donc, c'est des produits pour lesquels l'épargne de l'assuré est investie sur les supports, les fonds communs de placement ou même des obligations. Et donc, l'épargne de l'assuré évolue au rythme de l'évolution du support, sans risque pour la compagnie d'assurance. Donc, c'est une solution, en tout cas, ce n'est pas la seule, mais ça peut être une solution pour petit à petit modifier le profil de nos portefeuilles. Ça peut d'ailleurs même être très intéressant pour les assurés, puisque ça peut, en termes de gains, éventuels selon le profil de l'investisseur, risqué ou moins risqué ou investissement de père de famille. On peut créer des supports différents ou des fonds de commun de placement différents selon l'aversion au risque et donc donner cette possibilité aux assurés de gagner un peu plus et éviter aussi aux compagnies d'assurance de prendre des risques. Sur le deuxième point, il s'agit effectivement des produits des assurances de retraite. Donc, les assurances retraite, en fait, ce qu'on appelle les produits à prestations définies, c'est par exemple lorsqu'on vous dit, lorsque vous irez à la retraite, vous aurez tel niveau de retraite. Vous aurez, je ne sais pas, tel niveau de retraite mensuel ou semestriel. Donc, toute la technique au niveau de l'assurance, c'est de dire, je garantis ce montant dans 10 ans ou dans 15 ans, qu'est-ce qu'il me faut investir aujourd'hui? Donc, il s'agit de la technique d'actualisation qui permet de calculer aujourd'hui la prime que l'assuré doit payer pour bénéficier de ce niveau de retraite. Donc, automatiquement, en garantissant un niveau de retraite, on garantit un taux d'intérêt. Donc, c'est la même problématique que sur les autres produits d'assurance. Mais ici, il s'agit de produits d'assurance retraite de long terme. Donc, si on garantit à un assuré 1 million de retraite mensuelle, de pension de retraite, 1 million de retraite mensuelle dans 10 ans, ça veut dire automatiquement qu'aujourd'hui, on lui fixe une cotisation qui tient compte d'un taux garanti. Et donc, l'idée, c'est de basculer de ce type de produit-là vers des produits qui sont des produits à cotisation définie. Et donc là, ce qui est défini par l'assureur, c'est le niveau de cotisation que vous devez épargner chaque mois pour préparer votre retraite. Donc, on n'est plus dans une notion de retraite garantie, mais de cotisation qu'on va faire évoluer jusqu'au départ à la retraite. Donc, voici un peu la différence entre les deux schémas. Très bien. C'est très précis, c'est très clair. Merci beaucoup, Constant, pour ces précisions. D'abord sur la fixité du taux. Donc, je retiens que c'est fait d'un point de vue réglementaire et je constate au passage qu'il y a beaucoup de contraintes réglementaires auxquelles vous devez faire face au-delà de respecter les exigences de la CIMA sur les investissements. Il y a aussi ce taux qu'il faut respecter, en tout cas ce taux de 3,5%. Et ça influence bien sûr votre gestion. Maintenant, il ne nous reste plus que 7 minutes. Moi, me concernant, j'ai beaucoup de questions, mais je vais me calmer. Je vais laisser la parole à l'assistance. Alors, il y a monsieur José Félix Dié qui avait envoyé une question. Alors, je vais la lire rapidement. Cette question a été déjà répondue par monsieur Jaquet dans son intervention, pendant son intervention. En fait, monsieur Dié nous posait la problématique du buy and hold en assurance et du risque de réinvestissement dans un contexte de baisse des taux. Donc, je pense que Constant a bien répondu sur cette question et lui-même, il a dit qu'il a eu des explications satisfaisantes sur ça. Donc, merci à M. Dié pour votre question, pardon.
Et merci à Constant d'avoir anticipé la réponse. Monsieur Abdoufal Diallo pose la question, quelle serait la stratégie des compagnies d'assurance dans ce contexte de baisse des taux? Alors, je pense aussi que là, bon, je peux toujours laisser la parole à Constant, mais je pense qu'aujourd'hui, on a débattu sur ça. Si Constant peut juste apporter 2-3 précisions en une minute, parce que je pense que ton exposé a beaucoup porté sur ça. Donc, je rappelle la question d'Abdoufal Diallo. Quelle serait la stratégie des compagnies d'assurance dans le contexte de baisse des taux? Je pense que c'était la dernière partie de mon intervention. La stratégie d'investissement d'abord. Déjà, nous, assureurs, nous ne sommes pas des experts en investissement. Hein. Donc, on a parlé de diversification, s'adresser à des spécialistes. Orphée l'a dit, notre métier, c'est l'assurance, ce n'est pas forcément les placements. Donc, s'adresser au SGI ou à des spécialistes et leur confier cette partie-là. Donc, mais déjà, diversifier son portefeuille. Il ne s'agit pas d'investir tout chez un même émetteur. Il y a des différences entre émetteurs, comme l'a évoqué tout à l'heure Franck, où en fait, nos États, c'est vrai, les taux se sont beaucoup resserrés, mais il y a encore des différences entre États. Et donc, diversification déjà à ce niveau-là, et puis diversification au niveau des différents supports de placement, que ce soit le marché action ou le marché obligataire ou même le marché immobilier. Et puis, la stratégie produit que j'ai évoquée aussi à la fin de ma présentation. Voir aujourd'hui quels sont les produits qui sont dans nos portefeuilles et quels sont les risques sous-jacents en termes de taux. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque compagnie d'assurance, mais regardez cela. J'ai parlé également aussi de la gestion actif-passif. Il s'agit de bien analyser son passif actuellement et voir comment le passif est constitué. Et c'est au regard de ce passif-là qu'on met en face des titres qui correspondent à ce passif. Si vous devez payer un certain montant dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans, il faudrait que vos actifs soient investis avec les mêmes, la même modélisation, en fait. Donc ça, c'est un métier aussi qui reste encore sous-développé dans notre zone, mais la gestion actif-passif au niveau des compagnies d'assurance est un métier à part entière. Il faut développer ces métiers-là. Je confirme que la gestion actif-passif est un métier à part entière dans les compagnies d'assurance. Ça peut être comme, enfin vraiment, ça peut participer activement à la stratégie et ça peut aider la stratégie d'investissement, même si on peut se poser la question, si en elle-même la gestion actif-passif est une stratégie. C'est la même chose pour les banques et je m'en vais poser la question que M. Ahmed Fall a posée. M. Fall nous demande, ne devrait-on pas ne plus regarder les taux réels, ne devrait-on pas plus regarder les taux réels que les taux nominaux? Donc, privilégier les taux réels sur les taux nominaux. Alors, la question est posée à tout le monde. Orphée, tu peux prendre la parole, Franck aussi, comme constat à intervenir. Après, dans une vision d'utiliser le taux réel pour des estimations et pour ces modélisations, oui, mais pas dans une optique en fait de léser ou de laisser en fait à l'abandon carrément les taux nominaux, puisqu'ils font partie quand même des critères de choix. Après, évidemment, les taux réels intègrent la question de l'inflation qui elle-même, à la fin de la journée, elle est monitorée par la Banque centrale quand elle revoit à la hausse ses taux directeurs ou à la baisse. Tout ça, il y a un objectif en fait de maîtriser aussi l'inflation quelque part. Donc oui, évidemment, les taux réels sont importants à considérer dans les prises de position, voir si les taux nominaux ne sont pas trop éloignés de la réalité dans les choix, mais les deux sont des éléments en fait à garder. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il va, en tout cas de l'intérêt des investisseurs institutionnels, de s'approcher des professionnels parce que c'est des éléments qui doivent être intégrés à des niveaux beaucoup plus techniques pour permettre à la fin de la journée, à la fin de tous ces arbitrages-là, à l'investisseur de prendre la meilleure option. Voilà. Merci beaucoup, Audrey, pour cette réponse. Effectivement, la gestion de l'inflation, enfin, la stabilité des prix fait partie de la politique monétaire de la Banque centrale et évidemment, on en tient compte, tout le monde en tient compte dans la zone, et notamment les investisseurs. On a une dernière question, en tout cas, celle de M. Doudou Diallo. Je la lis. Hein. Aujourd'hui, en face de la tendance générale observée sur le marché, qui fait que les États commencent à émettre de plus en plus sur le long terme à des taux relativement bas
et au regard de la contrainte de bonne gestion des investisseurs qui veulent un adossement des ressources aux emplois en termes de maturité, le développement du marché ne risquerait-il pas d'être contraint? Donc, si je résume, c'est la situation actuelle et en face, une contrainte du développement du marché. Est-ce qu'on ne va pas vers un marché beaucoup plus contraint? Franck, si tu peux apporter un éclaircissement, s'il te plaît. Non, si je comprends bien la question, je ne crois pas. On a par exemple observé durant cette crise où les taux, comme on a dit, sont à la baisse, que les volumes investis ne sont pas à la baisse, bien au contraire. Donc, les acteurs, les investisseurs comprennent que les marchés peuvent être haussiers, mais ils peuvent être baissiers aussi. Encore une fois, il faut regarder non seulement les taux nominaux, les taux réels, mais aussi, j'expliquais tout à l'heure, le spread net qu'un investisseur peut tirer d'un investissement dans une zone donnée. La différence entre le coût de sa liquidité et le rendement qu'il retire. Et dans notre zone, en insistant sur la parité par rapport à l'euro et à un taux d'inflation faible, je pense que nous sommes assez favorablement placés par rapport à d'autres pays de la région. Donc, et puis, il faut dire qu'il y a eu un contexte assez conjoncturelle liée à la crise de Covid. Donc, on espère tous qu'elle va prendre fin ou diminuer en intensité bientôt et donc permettre à une hausse des taux. Voilà. Merci. Nous l'espérons tous parce que justement à la fin du Covid, là, nous aurait permis de nous retrouver tous en présentiel à Lomé. On espère que la prochaine fois, Inch'Allah, on pourra se voir parce qu'avec ou sans Covid, ce sera en présentiel la prochaine fois. On va demander à Elon Musk de nous amener dans l'espace. Merci à l'agence UEMOATI de nous permettre d'échanger sur ces sujets fort intéressants. Merci aux panélistes qui ont apporté vraiment des éclaircissements très, très précis sur les questions qui avaient été posées. Merci à Madame Dalla pour l'organisation. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes, enfin à toutes et à tous, une belle année 2022. À très bientôt. Le temps que nous était imparti est fini. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, Mohamed, d'avoir bien conduit les débats. Nous remercions, mesdames, messieurs, les panélistes pour leur captivante intervention au cours du panel. Merci également à vous qui nous suivez sur nos différentes plateformes digitales. Je rappelle que les échanges ont porté sur la gestion obligataire en environnement de taux bas, enjeux et stratégies pour les investisseurs institutionnels,